oui, c'est l'automne et je crois qu'il est temps pour nous de parler ensemble enfin de chauffage. Avant de choisir son installation de chauffage, il faut évaluer le contexte dans lequel vous évoluez. Donc premièrement, la région. Nous habitons dans les Hautes-Alpes, donc dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où nous avons plus de 300 jours de soleil par an. Notre maison mesure 200 mètres carrés, donc il nous faut quand même une installation de chauffage qui soit assez performante pour chauffer une telle surface et également en termes de mètres cubes d'air, étant donné qu'à l'étage nous avons des plafonds à 3 mètres. Dans l'existence, cette maison n'avait aucune isolation des murs, quasiment plus d'isolation des combles, voire quasiment plus d'isolation des combles, et des fenêtres très anciennes en bois où l'air s'infiltrait par jour de grand vent. Donc nous avons fait le choix dans la rénovation énergétique de notre maison d'isoler les combles assez fortement avec une isolation de 30 cm, d'isoler les fenêtres assez fortement également, notamment en termes de chaleur, mais également en termes de bruit sonore et d'acoustique. Dans l'existant, cette maison, elle avait quand même à l'origine de gros avantages. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils n'étaient pas stupides. Ils ont mis de grandes ouvertures, de grandes fenêtres tout au sud et des petites ouvertures, des petites fenêtres au nord. Donc on revient sur ces principes de base qui sont juste de la logique, de laisser entrer le soleil et la lumière et la chaleur côté sud pendant les heures chaudes de la journée et d'isoler au maximum, de faire le moins d'ouverture possible côté nord. C'est juste de la logique, les anciens le faisaient dans les années 70-80 pour des raisons d'esthétique ou de choix un peu fantaisistes. On a oublié ces solutions de logique et aujourd'hui on y revient. Donc on a optimisé ces grandes ouvertures plein sud en mettant un double vitrage et même parfois un double fenêtrage, bientôt je vous ferai la vidéo, pour laisser rentrer la lumière, la chaleur au maximum. Ce qui signifie qu'aujourd'hui nous sommes début octobre, bon il ne fait pas très froid, mais on n'a pas encore commencé à allumer le poêle qui est derrière moi, ni à mettre en marche le système de chauffage central, tout simplement parce qu'on a encore des journées avec beaucoup de luminosité et déjà notre double vitrage, notre double fenêtrage va servir à chauffer l'habitat. Donc je pense que le poêle, on n'aura pas besoin vraiment de l'allumer avant la mi-octobre, début novembre. Dans les maisons modernes qui sont peut-être ossature bois ou plus traditionnelles, mais où on a une isolation des murs avec placo, etc., effectivement, c'est souvent le cas. On ne chauffe pas dès le mois de septembre ou d'octobre. Maintenant, nous avons choisi de ne pas isoler les murs dans notre maison pour des raisons financières et esthétiques. Alors, la première raison, c'est que nous ne voulions pas faire une isolation par l'intérieur. Déjà, premièrement, l'isolation par l'intérieur, elle est fortement contestée par rapport à des problèmes d'humidité, de moisissure, etc. Si c'est pas trop bien fait, apparemment, ça peut étouffer les murs et créer des problèmes d'humidité. Donc déjà ça on ne voulait pas. Ensuite isoler par l'intérieur forcément ça réduit l'espace de vie. Alors vous allez me dire tu as 200 mètres carrés. Oui mais c'est 200 mètres carrés assez fragmentés étant donné que c'est 2 T4 superposés. Donc nous n'avons pas de grand espace de vie de 50 mètres carrés. C'est plusieurs petites pièces et même si nous avons ouvert certains murs porteurs, nous ne pouvons pas ouvrir tous les murs porteurs de la maison sinon on fragiliserait trop l'ensemble et puis financièrement ça a quand même un sacré coût. Donc on ne voulait pas réduire l'espace de vie à l'intérieur. On a donc commencé à faire des devis pour une isolation de la maison de l'extérieur. Alors, premier frein, c'est extrêmement cher et on a une grosse surface extérieure. Et deuxième frein, au rez-de-chaussée, sur le parement extérieur, nous avons un parement en pierre qu'il faudrait cacher et esthétiquement, ça n'est pas notre choix. Donc pour l'instant, nous avons fait le choix de ne pas isoler les murs, sachant que nous avons des murs de 60 cm d'épaisseur qui sont constitués d'un mélange de pierre, de béton, de gravier. En 42, quand ils ont construit la maison, ils ont récupéré tout ce qu'ils ont trouvé aux alentours sur les champs et ils ont fabriqué les murs avec ça. Ce qui fait que l'été, il fait très frais à l'intérieur et l'hiver,
eh ben, le froid a quand même un petit peu plus de mal à traverser toute cette épaisseur de mur. Donc finalement, une fois que l'espace intérieur est bien chauffé, on garde relativement bien la chaleur à l'intérieur. Voilà. Deuxième avantage certain que cette maison avait, elle était déjà constituée d'un chauffage central avec des radiateurs à eau. En fait, des radiateurs en fonte où l'eau chaude circule à l'intérieur et irradie l'air dans la pièce pour le réchauffer. Quand on a visité la maison, l'agent immobilier nous a dit attention, il y a des gens qui ont mis à la poubelle ce système de chauffage central dans d'autres maisons pour mettre des radiateurs électriques et ils ont regretté. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, étant donné que moi, l'électricité, c'est vraiment le choix à fuir dans mes convictions personnelles. Je ne veux utiliser le moins d'électricité possible dans ma maison et dans mon mode de vie. Par conséquent, pour moi, c'était un véritable atout de pouvoir réutiliser ces radiateurs en fond, ce système de chauffage. La maison n'était pas habitée depuis presque 3 ans. On ne savait pas si le système de chauffage central était hermétique. C'est-à-dire qu'on a fait le pari un peu risqué de réhabiliter ce système de chauffage central sans vraiment savoir si les tuyaux étaient bien hermétiques et si on n'allait pas avoir des fuites un peu partout dans la maison. D'ailleurs, le jour où on a remis en route avec le chauffagiste le système de chauffage central, c'était le grand moment de vérité. On a fait le tour de toute la maison pour voir si ça pissait pas des plafonds un peu partout. Mais non, on avait beaucoup de chance. Tout le système de chauffage central était sain et donc réutilisable. Donc si vous achetez une ancienne maison avec un système de chauffage central que vous voulez récupérer et valoriser avec forcément une nouvelle chaudière, faites attention quand même, inspectez tous vos tuyaux. Bon, après les tuyaux dans les murs, vous ne pouvez pas, mais les tuyaux visibles s'il y en a, pour voir si vous n'avez pas des gros trous dans vos tuyaux, parce que dans ce cas-là, changer tous les tuyaux, ça risque d'impacter un coût quand même assez onéreux dans votre rénovation. Ce système de chauffage central était relié à, je vous le donne en mille, comme à peu près 80% des maisons dans la région, une chaudière à fioul, une très ancienne chaudière à fioul, très énergivore. Le fioul, c'est pas vraiment mon copain non plus, je trouve pas ça extrêmement écologique et c'est pas forcément l'énergie la moins onéreuse non plus. Ensuite, on est sorti un petit peu dans le jardin, on a fait le tour du jardin et il y avait quand même un sacré paquet d'arbres et on n'allait pas tous les garder. Donc on savait qu'on allait faire tomber au moins 4 ou 5 arbres qui étaient trop grands, trop vieux, trop près de la maison, trop dangereux. Et ce bois coupé, on voulait pouvoir le réutiliser et le valoriser. Donc très facilement, nous nous sommes orientés vers un système de chauffage au bois. Conclusion après cet état des lieux, nous avions beaucoup de soleil, beaucoup de bois. On essaye de combiner les deux. Nous avons choisi d'installer un chauffe-eau solaire pour l'eau sanitaire, la douche, etc. et une chaudière à bois pour le système de chauffage central, pour chauffer l'eau de notre système de chauffage central. Au début, le chauffagiste, sachant qu'on a des grands garages, nous a proposé une énorme chaudière à bois, à granulés avec une vis sans fin, qui fonctionne toute seule et qui nécessite d'avoir énormément de place. Il voulait faire une tranchée qui passait sous la maison pour que les granulés puissent rentrer dans la chaudière à l'intérieur de la maison avec la vis sans fin, enfin une histoire de fou. Et le bordel coûtait, je crois, 25 000 €. Donc ok, on a acheté une grande maison, mais je ne suis pas Crésus pour autant. Et finalement, sans savoir que ça existait, j'ai demandé un jour à mon mari, je lui ai dit mais est-ce qu'il n'y aurait pas un poêle d'une surface, d'une taille de poêle avec un budget de poêle qui chauffe l'eau? Et donc on s'est renseigné et effectivement ça existe. Le voici, je vous le présente. Il y en a plusieurs, hein, c'est pas le seul. On appelle ça un poêle bouilleur. Et donc ce petit poêle qui n'est pas très grand en taille et qui est assez compact, que vous pouvez installer dans une maison dont les dimensions sont tout à fait modestes. Donc vous allez avoir un tuyau d'eau qui va passer en haut du poêle. Les flammes vont chauffer le tuyau d'eau à l'intérieur et l'eau chaude va circuler dans votre système. On vous expliquera un petit peu plus en détail tout à l'heure comment ça fonctionne. On passera derrière dans la chaufferie. Donc au début, on était parti pour avoir un ballon d'eau chaude
L'ancien ballon d'eau chaude était un ballon d'eau chaude électrique, énormément énergivore et en plus en plomb. C'est-à-dire que l'eau dans le ballon était en contact avec le plomb et toutes les personnes qui ont vécu dans la maison les dernières années, en gros, se lavaient avec de l'eau qui avait été en contact avec du plomb. Oui, donc au début, à la base, on avait l'idée d'avoir un ballon d'eau chaude pour l'eau sanitaire et un ballon tampon pour le système de chauffage central, ce qui nous aurait demandé quand même beaucoup d'espace pour stocker les deux ballons. Et finalement, en discutant avec notre chauffagiste, et c'est en ça que vraiment j'ai trouvé que l'accompagnement était excellent, c'est qu'il a vraiment réfléchi à s'adapter à notre maison et à s'adapter à nos besoins. Et il nous a proposé la solution miracle, absolument génialissime, où on aurait un seul ballon, un énorme ballon de 1000 litres, 1 tonne de flotte, qui cumulerait à la fois l'énergie solaire, l'énergie bois et l'énergie électrique le jour où il ne fait pas beau et où tu as la flemme de faire du feu. Nous avons un gros ballon d'eau chaude de 1000 litres qui est alimenté par 3 énergies, le solaire, le bois, l'électrique. Il y a un serpentin qui contient de l'eau glycolée qui traverse les panneaux solaires. Après avoir traversé les panneaux solaires, ce serpentin serpente à l'intérieur du ballon tampon et transmet la chaleur qui est contenue dans l'eau glycolée à l'eau qui est dans le ballon. Ce système est un circuit fermé. Ensuite, nous avons l'eau du ballon qui traverse un petit serpentin qui passe à travers le poêle bouilleur et ensuite se déverse directement dans le ballon. Et nous avons une résistance électrique juste au-dessus de ma tête qui va chauffer directement l'intérieur du ballon. Ça, c'est relativement simple. L'eau qui passe dans les radiateurs du chauffage central, c'est directement l'eau contenue dans le ballon. L'eau sanitaire que nous utilisons pour nous doucher, qui sort dans les lavabos, de la cuisine, de la salle de bain, de la douche, qui descend dans notre baignoire. Cette eau vient de l'extérieur par une arrivée d'eau en Plymouth reliée au réseau d'eau de la ville, c'est de l'eau froide. Cette eau va traverser le ballon qui est derrière moi via un serpentin et cette eau va se réchauffer au contact de l'eau chaude du ballon qui est donc l'eau qui traverse le système de chauffage central et ensuite ressort pour se répartir en différents tuyaux vers notre baignoire, notre douche, etc. Par conséquent, l'eau glycolée des panneaux solaires, l'eau sanitaire de notre douche et l'eau du système de chauffage central n'est pas la même et ne sont pas en contact les unes avec les autres. Néanmoins, elles échangent leur chaleur, elles transmettent leur chaleur. J'espère que mon explication a permis à ceux qu'on a perdus dès le début d'un petit peu plus imager la chose. On a 2 tuyaux, un départ froid et un retour chaud. Le retour vient forcément des panneaux solaires, c'est de l'eau glycolée qui a été chauffée au soleil et qui est injectée ici dans le ballon via un serpentin qui fait tout le tour du ballon et qui va réchauffer toute la partie basse de l'eau contenue dans le ballon. L'eau, elle ressort par ici et elle est renvoyée au panneau solaire. La commande ici gère la différence de température entre la température des panneaux solaires, donc là on voit qu'elle est à 53 degrés, et on a le petit symbole de la pompe, et que dans l'eau du ballon on est à 41 degrés. Donc si on a une différence de température où il fait plus chaud en haut qu'en bas, la pompe se met en route, et si c'est l'inverse, la pompe s'arrête pour éviter de chauffer l'extérieur, tout simplement. On voit ici qu'on a une commande électrique de décharge, c'est-à-dire que si l'eau qui est dans le circuit dépasse 85 degrés, on a une vanne 3 voies en haut, dans les combles, qui permet d'alimenter un gros radiateur, tout simplement, pour refroidir le circuit, parce qu'au-delà de 90 degrés, c'est l'ébullition et ça abîme tout le circuit. On voit ici qu'on a un tuyau qui vient alimenter
un vase d'expansion fermé, parce que étant donné que le liquide chauffe, il se dilate et Quel liquide? le liquide de l'eau glycolée contenu dans le circuit qui vient du solaire. D'accord. C'est pour pas que ça déborde. Et pour pas que ça déborde. Ensuite, là-haut, on a une soupape, je crois, ici, là, qui, en cas de surpression, va évacuer, on descend, dans ce bidon si jamais il y avait encore un dépassement de pression et de liquide, d'eau glycolée. C'est juste une sécurité, pour l'instant ça n'a jamais marché. Ici on a un thermomètre qui nous indique la température de la partie basse de l'eau contenue dans le ballon, qui est réchauffée par le solaire. On voit qu'on est à peu près à 40 degrés. Et en montant, on voit qu'on a un deuxième thermomètre qui nous indique qu'on est à peu près à 60 degrés. Et ça, c'est la partie chauffée. Par rien du tout, que par le solaire, mais que par la chaleur a été stockée. Je croyais que c'était le chauffage poêle bouilleur. Mais le poêle bouilleur n'est pas en fonction, donc ça ne chauffe pas. Et la résistance électrique n'est pas alimentée non plus, sinon on aurait un petit témoin lumineux. Donc la partie haute, elle est plus chaude parce qu'elle en a conservé depuis plusieurs jours qu'il fait beau la chaleur emmagasinée depuis plusieurs jours. Donc le solaire commence à chauffer la partie basse, et quand la partie basse est très chaude, et ben ça continue à chauffer graduellement du bas vers le haut. Et oui, donc le solaire peut à lui seul, par exemple l'été quand il fait très beau, chauffer les 1000 litres du ballon. Oui, ben là c'est ce qu'il fait. Depuis même on est en automne, on est le 8 octobre, il fait 15 degrés dehors et on a des belles journées ensoleillées depuis plusieurs jours, et le ballon, toute l'eau du ballon n'est chauffée que par le solaire, et ça depuis le mois de mai. Ce qui signifie que si on branchait le système de chauffage central, oui, il chaufferait la maison grâce à l'énergie solaire. Oui, sauf que là du coup, la nuit on aurait de très grosses variations de température, les radiateurs chaufferaient et la température indiquée ici, elle descendrait. Ouais. Donc pour l'eau sanitaire, on a le tuyau d'arrivée d'eau ici. En Plymouth, oui, qu'on a changé parce que c'était un tuyau en plomb. Qui vient alimenter notre clarinette avec nos départs, et ce départ-ci, avec ce tuyau-ci en cuir, va alimenter. Donc il fait tout le tour, il passe en bas, derrière les deux bidons, et il arrive en bas de notre ballon. Là pareil, il y a un grand serpentin qui fait toute la hauteur du ballon, jusqu'ici, en haut, qui va permettre de, très chaud, qui va permettre de chauffer l'eau sanitaire qu'on a besoin pour la douche, les éviers, tout ça. Ici on a un groupe, une sonde de température qui va permettre de tempérer l'eau du ballon pour la sortir à peu près 50 degrés, la norme qui l'oblige pour éviter d'avoir de trop graves brûlures. Et comme tout ballon, comme pour les ballons électriques, il y a un groupe de sécurité en bas qui va permettre d'évacuer l'eau en cas de surpression ou en cas de trop forte température. On tourne la vanne ici et qu'on tourne la vanne cachée tout en bas, on remplit d'eau froide le ballon. Cette eau remplit le ballon, remplit le poêle bouilleur, remplit tous les radiateurs, et on a fait ça au tout début quand on a fait la première mise en chauffe du circuit. Ça remplit le vase d'expansion, qui est un vase d'expansion ouvert avec un tuyau qui permet d'évacuer le trop-plein à l'extérieur. Une fois que on a rempli tout le circuit, ces vannes sont fermées et elles restent fermées en permanence, car l'eau qui est dans le circuit de chauffage, le ballon tampon et le poêle bouilleur, c'est toujours la même, elle ne change jamais. Donc ici, on a la prise qui permet d'alimenter toute la partie du chauffage central. Donc quand on décide d'arrêter de chauffer, eh ben, on a juste besoin de débrancher, ça va couper la commande ainsi que la pompe pour qui envoie l'eau dans les chauffages. Voilà, tout simplement. Et cette vanne là ici est pilotée par la commande pour envoyer plus ou moins d'eau chaude dans le circuit. La petite boîte bleue cachée derrière. Donc est une vanne 3 voies, une de plus. Donc c'est quand on utilise l'eau du poêle,
cette vanne là, avec sa commande qui est ici normale ou eau chaude. Donc si on appuie sur la commande de la vanne 3 voies, ça déplace ce petite chose qui va permettre d'orienter différemment l'eau chauffée par le poêle. Donc ici on a les 3 cadrans de température pour donner la température de départ d'eau dans le poêle, le retour de température de l'eau du poêle et la température de l'eau qui est envoyée dans le circuit. Ici on a une pompe ici, qui permet de faire circuler l'eau dans le poêle, mais uniquement dans cette partie-là, et la partie de l'eau qui va être envoyée dans le ballon. La pompe qui va envoyer l'eau dans le circuit, c'est celle-ci. Il y a 2 pompes séparées. Voilà, donc on a la température d'eau envoyée dans le circuit des radiateurs et le retour de l'eau du circuit dans les radiateurs. Ici on a un pot de décantation qui permet de récupérer, comme l'eau circule dans des vieux radiateurs et un vieux circuit de chauffage, il y a quand même des dépôts, même si on a nettoyé les radiateurs, on les a passés au Karcher, il y a quand même des dépôts qui ont été générés depuis 40 ou 50 ans, donc pour éviter de boucher le circuit, il y a un pot de décantation qui permet de récupérer tous les déchets. Donc, ici. Dedans il y a du sédiment. En gros. Ici, il y a la partie basse qui va permettre de stocker tous les dépôts et il faut la vider de temps en temps. Notre chauffagiste, quand il vient faire son inspection tous les ans, il doit, je suppose, vérifier. D'accord. Voilà. Donc on a en partie haute la température extérieure. On a une sonde que notre chauffagiste a placée à l'extérieur de la maison, côté nord, vu que la chaufferie est au nord de la maison. On a la température de départ et la température de consigne. Et le petit symbole de la pompe pour dire que ça tourne. Ça tourne. C'est quoi la consigne? Donc la consigne, elle est faite automatiquement. Alors je vais mettre ça en face. Elle est faite automatiquement via une courbe choisie par la commande qui tient compte de la température intérieure de la maison qu'on veut avoir, la température extérieure et la courbe qui a été définie. Alors ensuite, on peut apporter des corrections. Si on veut qu'il fasse plus chaud, moins chaud, si on veut qu'il fasse plus chaud la journée, moins chaud la nuit. Donc il y a plusieurs paramètres, on accède dans les menus pour justement régler ce que l'on veut. C'est un thermostat, c'est un peu un thermostat d'ambiance pour parler en chauffage central. Maintenant il existe aussi la solution de mettre des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs, enfin presque tous les radiateurs de la maison, pour avoir une meilleure gestion de la température pièce par pièce. Ça permet de chauffer et l'air environnant comme un poêle classique et qui chauffe aussi de l'eau car il y a un serpentin dedans. Il est de la marque Shanwood, il a l'avantage de pouvoir être multi-combustible. Donc on peut brûler du bois à bûche, on peut brûler aussi du charbon parce qu'en Angleterre ils utilisent encore beaucoup de charbon dans leur poêle. Et Shanwood est une marque anglaise, comme son nom l'indique. Il a une répartition différente suivant si c'est du charbon entre l'air et l'eau ou si c'est du bois classique. Bon, on a déjà brûlé des pellets, on a brûlé un peu tout, et alors, des bûches de bois compressé. Donc d'après la notice, quand il brûle du charbon, on est à 6 kW pour l'air et 13 kW pour l'eau. Et quand on brûle du bois, les répartitions sont les mêmes, sauf qu'au lieu d'être à 6 et 13, on est de mémoire à 4 et 10. Donc les répartitions ne sont pas les mêmes. La proportion entre l'air et l'eau est identique. D'accord. Mais la puissance n'est pas la même parce que 1 kg de charbon produit beaucoup plus de chaleur qu'1 kg de bois. Même du bois compressé, il y a quand même une grosse différence. C'est très énergétique le charbon, mais c'est très polluant. 1 pour l'extraction. 2 pour l'amener sur là où on va l'acheter, et en 3 quand on le brûle, il y a énormément d'émissions de particules fines et de particules toxiques. Voilà. Ce poêle-là n'est pas éligible au crédit d'impôt parce qu'il n'a pas 5 étoiles au classement chaudière verte. On l'a choisi pour un choix esthétique, mais il en existe des poêles brûleurs avec une esthétique plus moderne, qui ont une meilleure note écologique et qui sont éligibles au crédit d'impôt. Mais ils ne sont pas multicombustibles. Il me semble que pour le 5 étoiles et être éligible au crédit d'impôt, il faut avoir un rendement de 80% et des émissions de CO proches de 0,75. Et donc là, on a un rendement de 75%. Et une émission de CO de 0,97%. Donc, on a les 2 gros tuyaux qui sont pour les départs et retours
du circuit de chauffage du ballon. Ce petit fil là qui est fixé ici va donner la température à la commande de l'autre côté du mur sur la température de l'eau contenue dans le poêle. Et en dessous de 75 degrés, l'eau circule dans le poêle. Et une fois qu'elle a atteint la valeur de 75 degrés, elle est envoyée dans le ballon. Ici, on a la résistance qui fait 3 kW, qui permet de chauffer la partie médiane du ballon. Elle est reliée à un contacteur jour-nuit pour faire chauffer s'il y a besoin que la nuit afin de faire des économies. Et on a une régulation de température. Et puis voilà, on s'en est servi que ponctuellement quand on revient après plusieurs jours et qu'on est en plein hiver et que le temps que le poêle chauffe sa partie, ça met un peu de temps. Du coup, pour aider le circuit, on se sert de la sonde de la résistance. Mais c'est très rare. Ou alors quand il fait pas beau et qu'on a la flemme de faire du feu. Oui, ça marche aussi. Donc, mais c'est rare. Ah bah oui, parce qu'on est valeureux. Je vais finir cette vidéo avec la conclusion de quels sont les avantages et les inconvénients de ce système de chauffage, étant donné que dans tous les choix que vous ferez pour la rénovation de votre maison, il y aura toujours des avantages et des inconvénients. Reste à peser le pour et le contre. Alors, au niveau du chauffe-eau solaire, que ce soit un chauffe-eau solaire qui soit rattaché à un système de chauffage central ou pas, comme la plupart du temps, les premiers avantages, ça va être tout simplement le concept écologique. Forcément, l'eau est chauffée par le soleil. Je crois que le soleil, c'est tout simplement l'énergie la plus propre et la plus écologique qui puisse exister sur cette planète. Le soleil, c'est la base de tout, c'est la base de la vie, tout simplement. Après, la fabrication des panneaux solaires a généré un impact carbone. Ça, j'en parle un petit peu plus précisément dans ma vidéo que vous pouvez voir, qui est très très longue, mais qui est quand même rempli de plein de choses, de plein d'idées sur ma réflexion écologique pour la rénovation de ma maison. Donc la fabrication de ces panneaux solaires a un impact carbone et également l'eau glycolée qui passe à travers les panneaux solaires, c'est tout simplement de l'antigel, donc c'est pas le truc le plus écologique du monde. Est-ce que cette eau glycolée doit être changée régulièrement? Je pense qu'on a quand même plusieurs années devant nous avant d'avoir à changer cette eau et ça reste un circuit fermé, donc ça reste dans les panneaux solaires. Maintenant se posera la question le jour où les panneaux solaires sont HS et on les met à la poubelle. Effectivement, il y aura un gros travail de traitement pour que cette eau glycolée, notamment cet antigel, n'aille pas polluer l'environnement. Maintenant, de l'antigel, vous en avez dans l'essuie-glace de votre voiture l'hiver. Au niveau financier, l'argent c'est le nerf de la guerre. Au niveau des panneaux solaires et du chauffe-eau solaire, donc effectivement l'installation des panneaux solaires c'est quand même une installation assez onéreuse. Il faut compter à peu près 5 000 € pour une installation de ce type. Quand je parle de panneaux solaires, je parle bien de panneaux chauffe-eau solaire et non pas de panneaux photovoltaïques qui eux servent à générer de l'électricité. Donc le coût d'une installation d'un chauffe-eau solaire c'est à peu près entre 3 000 et 5 000 €. En fonction des régions et des départements, vous pouvez avoir des aides. Maintenant ça dépend vraiment de là où vous vivez. Donc je vous laisse contacter les organismes autour de vous pour savoir si vous pouvez bénéficier notamment du fameux crédit d'impôt. Pour le reste, au niveau de la consommation d'eau chaude dans votre foyer, une fois que vous avez payé et installé votre chauffe-eau solaire, ça ne vous coûtera rien du tout. Au niveau du chauffage à bois et notamment le chauffage que nous avons utilisé, donc je parle bien de l'installation d'un poêle bouilleur. Le poêle en lui-même coûte à peu près 3 000 € en fonction des différents poêles que vous avez sur le marché, ça fluctuera plus ou moins. Lui on l'a payé 3 400 €. Il a une durée de vie de 10 à 15 ans, donc il faudra le changer tous les 10 à 15 ans, donc 3 400 € divisé par 10, ça nous fait 340 € par an. Pour le poêle, c'est pas énorme. Après, l'installation totale en ce qui nous concerne par rapport en termes financiers du chauffe-eau solaire plus
le poêle bouilleur, avec l'installation, la main d'œuvre du chauffagiste, le ballon d'eau chaude, etc. Ça nous a coûté 13 000 et quelques, 13 000 et quelques euros. Il y a pas mal de pièces du circuit qui sont garanties 10 ans. Donc le coût de l'installation est un petit peu plus onéreux que si vous mettez tout simplement une pompe à chaleur ou des chauffages électriques dans votre maison, hein, les petits grille-pains. C'est sûr, ça coûte un peu plus cher. Maintenant, en termes d'économie, nous, on en fait énormément parce que, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, nous revalorisons le bois que nous avons coupé sur notre terrain. Donc tout ce bois que nous avons coupé, ok, nous avons payé pour faire abattre les arbres parce qu'ils étaient vraiment très grands, on n'allait pas le faire nous, et en plus proche de la maison. Donc nous avons payé pour faire abattre les arbres, mais ce bois, nous n'avons pas à le financer, c'est-à-dire que nous n'avons pas à l'acheter. La première année, nous avons acheté du bois parce que le bois que nous venions de couper n'était pas encore assez sec, et je vous déconseille fortement de brûler du bois qui n'est pas vraiment sec, car sa performance énergétique sera vraiment bien inférieure que celle du même bois bien sec, et donc c'est un peu du gaspillage tout simplement. Donc actuellement, notamment cette année, nous allons brûler le bois qui a été coupé l'année dernière sur notre terrain et qui maintenant est bien sec parce qu'on l'a laissé sécher toute une année au soleil. Donc nous allons payer rien du tout pour chauffer notre intérieur cette année. Ce sera gratuit en gros. Au niveau de la facture, sachez que du moins cher au plus onéreux, en termes des diverses solutions énergétiques que vous pouvez trouver sur le marché, le moins cher, nous allons trouver le bois en bûche coupé. Deuxièmement, les pellets ou granulés de bois. Troisièmement, le gaz. Quatrièmement, le fioul. Et le plus cher de tous, c'est l'électricité. Si vous avez une petite conscience écologique et que, comme moi, vous n'êtes pas fan des centrales nucléaires, le choix est tout trouvé. Également qu'avec notre système, eh bien, quand il ne fait pas très froid et qu'il y a encore beaucoup de soleil, si jamais nous voulons chauffer un petit peu notre intérieur, les panneaux solaires et l'énergie générée par les panneaux solaires peut suffire à chauffer également nos murs et l'air ambiant de la maison. Donc, moi, j'ai rien à dire là. Hein. L'avantage du chauffage au bois, le premier avantage, ce qui est le plus important pour moi, c'est l'ambiance chaleureuse d'une flamme au sein de votre foyer. Moi, je ferai du bois juste pour le plaisir de me lever dans mon plaid sur mon canapé face à mon poêle. Maintenant, on passe quand même aux inconvénients parce que oui, il y a des inconvénients à avoir soit une cheminée avec un cerf, c'est quand même un petit peu mieux en termes énergétiques, ou bien un poêle comme celui qui est derrière moi. Le premier inconvénient, ça salit beaucoup la maison. Vous allez devoir stocker du bois à l'intérieur de chez vous, vous allez avoir un peu de cendre par terre et vous allez avoir des petits copeaux de bois à l'intérieur. Donc oui, le bois, c'est salissant. Deuxième inconvénient, il faut quand même avoir de la place pour stocker votre bois, surtout si comme nous, vous décidez de prendre un tronc entier et de le stocker, c'est-à-dire vert, et de le stocker pour le faire sécher. Il faut avoir la place de stocker le bois pendant au moins 1 à 2 années. Nous, on a beaucoup de garages, on a 70 mètres carrés de garage, donc on a une grande grange où on s'en sert pour stocker notre bois, donc ça, ce n'est pas un problème en soi. Maintenant, si vous avez un petit espace, un petit terrain, effectivement, là, c'est un vrai inconvénient, avoir la place pour stocker son bois. Maintenant, vous pouvez très bien acheter votre bois au fur et à mesure, par petites quantités, mais ce sera quand même plus cher à la terre. Deuxièmement, une cheminée, un insert, un poêle dans votre foyer. Attention aux brûlures, attention aux enfants. Il faut sécuriser l'espace et bien éduquer vos enfants à ce qu'ils ne viennent pas toucher le dessus du poêle qui est très 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 chaud quand même. Et ne pas poser le téléphone portable pendant que le poêle chauffe. Il y en a qui l'ont fait. Encore un petit inconvénient au chauffage à bois. Il suffit pas d'appuyer sur un bouton comme le chauffage électrique. Alors c'est sûr que pour les personnes âgées ou les personnes qui ont juste pas envie de se casser la tête, aller chercher le bois dehors, éventuellement fendre le bois, allumer son feu, ça peut être un peu dérangeant. Moi, j'adore ça. J'adore allumer mon feu. Je trouve que c'est un moment, c'est mon petit rituel de l'hiver. Moi, j'adore ça. Mais il y a des gens qui vont détester. Voilà. C'est pour ça que le choix d'une solution énergétique pour son foyer, c'est vraiment un choix qui est avant tout personnel et qui doit être en accord avec son mode de vie et ses convictions. C'est un choix qui est propre à chacun.
Voilà, j'espère que cette vidéo sur notre système de chauffage vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura appris qu'il y a des solutions alternatives dans le choix de votre chauffage. Nous, c'est vraiment, comme je vous le disais au début, le meilleur choix qu'on ait fait pour notre maison. Il y a certaines choses sur lesquelles on hésite, on ne sait pas vraiment si on a pris les bonnes décisions, on regrette un petit peu, mais alors notre système de chauffage, mais on ne regrette pas, c'est vraiment la meilleure idée qu'on ait eue et vraiment on n'a pas jeté notre argent par les fenêtres. Ces 13 000 € ont été un investissement merveilleux. Voilà, et là on est tous les deux d'accord. Merci encore à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre et je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez testé ce type de poêle qui n'est pas encore très connu et très répandu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous avez un autre mode de chauffage, n'hésitez pas non plus dans les commentaires, on communique, on échange et c'est là toute la richesse de cette chaîne. Je vous dis à bientôt et merci encore. Salut!